Mesdames et messieurs, bonjour. Alors je me présente, je suis Éric Belli, rédacteur en chef adjoint de la République des Pyrénées et l'Éclair. Et je suis ravi vraiment de participer à cette rencontre avec vous, monsieur Nicolas Bavresse, à cette rencontre des idées mêlent le monde, car nous sommes, je pense, au cœur du sujet de cette 7e édition, la reconstruction. C'est d'ailleurs le titre de votre dernier ouvrage, paru aux éditions de l'Observatoire. Alors reconstruction avec entre parenthèses, construction au pluriel. Et avec vous, nous allons essayer d'entrevoir une méthode pour reconstruire. Nicolas Bavresse, vous avez un parcours de haut fonctionnaire, Normal Sup, ENA, d'avocat, mais aussi d'éditorialiste au Point et au Figaro. Et c'est ce qui nous intéresse d'écrivain et d'essayiste. Vous êtes l'auteur d'ouvrages qui ont marqué et dont les titres sont aussi marquants, Les 30 Piteuses, La France qui tombe, pour ne citer que. Vous avez écrit également des ouvrages sur Raymond Aron, sur Tocqueville, dont vous êtes un éminent spécialiste. Alors, dans Reconstruction, Nicolas Bavresse, vous partez du postulat, et c'est même pour vous un constat, que les grandes crises et les grandes épidémies engendrent bien sûr de grandes souffrances, de grands malheurs, mais aussi contraignent les sociétés et les individus à se réinventer. Et ça ne date pas d'hier. Vous prenez comme premier exemple, vous remontez même à la guerre du Péloponnèse. Alors d'abord, merci à tous d'être là. Merci pour vos applaudissements, mais vous prenez un risque. Il vaut mieux applaudir après. Alors, pour revenir donc à notre thème, les épidémies sont des chocs très particuliers dans l'histoire. Il y a des guerres, des révolutions, des krachs. On a connu récemment, par exemple, les attentats de 2001, le krach de 2008, qui ont été des événements considérables. Mais la différence avec l'épidémie, c'est que l'épidémie touche tout le monde. C'est un choc universel. Quand on regarde 2001, c'est vrai que l'impact avait été très fort sur les États-Unis ou sur le monde occidental. Le krach de 2008 est surtout un krach occidental. Là, nous avons eu tous les pays, chaque individu, chaque entreprise, chaque nation. Tous les pays ont été touchés. On a confiné la moitié de l'humanité, ce qu'on ne pensait pas pouvoir possible. Donc, c'est ça vraiment la particularité. Et quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit du coup que l'impact sur les sociétés, sur les structures, mais surtout sur les mentalités est extrêmement important. Donc, vous avez rappelé quelques épisodes que j'ai essayé d'utiliser. Donc, le premier, c'est la peste qui touche Athènes au début de la guerre du Péloponnèse. Périclès, qui est le stratège d'Athènes, comme les Spartiates, donc c'est la guerre d'Athènes contre Sparte, la démocratie contre un régime qui est un régime plus autoritaire, et les Spartiates ont la supériorité absolue sur terre. Donc Périclès ramène tout le monde à l'intérieur des longs murs qui reliaient Athènes au Pirée, la population de l'Attique. Et c'est là qu'arrive la peste et qui fait donc un ravage qui va tuer à peu près le tiers ou le quart des gens qui étaient là. Et ce qui est très important, c'est que Périclès lui-même meurt. Et donc, dès le début, en fait, Athènes va perdre non seulement son stratège, mais l'homme qui incarnait la démocratie athénienne. L'autre exemple qu'on peut prendre et qui peut paraître loin, mais qui nous parle quand même pas mal, c'est la grande peste qui a atteint l'Europe en 1348. Elle est d'abord intéressante par son origine.
Elle démarre à Caffa, qui est un comptoir génois et qui est assiégé par le camp de Janniberg. Et Janniberg va inventer la guerre bactériologique. Ses troupes sont frappées par la peste et au lieu de bombarder la ville avec des cailloux, ils décident de mettre les cadavres de ces soldats morts et de les expédier dans la ville. Et en fait, donc, les habitants et les défenseurs comprennent qu'il doit y avoir un problème. Ils essaient de mettre les cadavres le plus vite possible à la mer. Ça ne suffit pas. Le camp lève le siège, mais ensuite, quand les gens vont repartir en Europe, on va avoir donc cette peste qui va tuer le tiers de la population européenne. L'Europe a 75 millions d'habitants en 1348 et elle en a 50 millions en 1351. Et il faudra un siècle pour récupérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que au sortir donc de cette épouvantable tragédie, les salaires augmentent, le progrès technique va beaucoup plus vite parce qu'il faut remplacer les gens qui sont morts. Les villes ont eu un coup terrible, mais elles reprennent, et notamment autour de la bourgeoisie, qui du coup, les fortunes se sont concentrées. Et à l'inverse, ça marque la fin de la féodalité parce que la noblesse et le clergé qui vivaient de la rente rurale, évidemment, n'ont plus de rente. Et en fait, ça ouvre la voie à la Renaissance. Et c'est là où on peut se dire qu'il y a peut-être un fil à tirer avec notre époque. C'est vous voyez les destructions, alors heureusement pour nous, elles sont beaucoup moins importantes, mais il y a la mécanique de la destruction et derrière, il y a un nouvel ordre qui peut apparaître. Un autre exemple qui est très instructif, c'est celui de la grippe espagnole après 1918, car il touche au système de santé qui était négligé, au capitalisme effondré et aux démocraties très fragilisées. Beaucoup de similitudes avec le paysage d'aujourd'hui. Alors c'est vrai que la grippe espagnole, c'est la dernière très grande épidémie et c'est vrai qu'on en a perdu le souvenir parce qu'elle se confond avec la dernière année du premier conflit mondial. En fait, on l'appelle espagnole, pas du tout. Elle est partie en réalité, elle vient de Chine et elle a été, généralisée par l'armée américaine. C'est une maladie qui touche plutôt les gens jeunes, contrairement à la Covid première vague, parce que c'est un emballement du système immunitaire. Et avec la guerre mondiale, effectivement, l'armée américaine va emporter et contaminer beaucoup de régions du monde. Et en fait, on l'appelle espagnole parce que l'Espagne n'est pas partie au conflit mondial. Et donc, en Espagne, on voit l'impact direct de l'épidémie sur la démographie espagnole. Évidemment, ça se confond pour les pays belligérants avec la grippe espagnole passe avec la dernière année du conflit mondial. Et cette épidémie fera plus de morts que le premier conflit mondial. On n'a pas... ce qui est d'ailleurs aussi un problème aujourd'hui, mais à une moindre mesure. Il y a beaucoup d'endroits du monde où on ne tient pas de statistiques, il n'y a pas d'état civil. Donc, le nombre de victimes est compris entre 50 et 100 millions de 1918 à 1920. Et c'est vrai que ce choc démographique participera aussi de la tentative ratée en 1918 de reconstruire à la fois un ordre mondial plus stable et un capitalisme qui soit moins déséquilibré. Parce que la réponse à cette crise-là, ce sera 1945. Il faudra attendre 1945, et notamment la Sécu. Exactement, parce qu'en fait, en 1918, il ne faut pas sous-estimer que les années 20, qu'on appelle les années folles, sont de vraies années de très grands progrès. On a une révolution technologique qui est portée aussi par tout ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il y a l'automobile, il y a l'aviation, il y a le cinéma, il y a la radio, il y a des progrès formidables qui ont été faits également par la médecine à l'occasion de ce conflit. Mais ce qui a été raté, c'est deux choses. Sur l'ordre mondial, vous savez qu'on crée la Société des Nations, mais le Congrès des États-Unis refuse de ratifier le traité de Versailles. Donc, le pays qui aurait dû être un peu la clé ou la réassurance du système à l'époque, les Américains isolationnistes refusent et la Société des Nations
n'arrivera jamais à véritablement se stabiliser. Et puis sur le plan économique, on a une reprise qui est très forte, mais on a de l'inflation et par ailleurs les déséquilibres financiers avec les dettes de la Première Guerre mondiale qui ne sont pas réglées et qu'on a pensé faire régler par les réparations allemandes. Et vous savez que entre l'hyperinflation et ensuite la désintégration de la République de Weimar, ceci ne se fera pas. Et ce qu'on a raté, c'est qu'on a déjà, vous voyez, toutes les structures, les technologies pour faire de la production de masse, mais en face, on n'arrive pas à mettre une consommation de masse. Et c'est vrai qu'en 1945, ce qui est assez remarquable, c'est qu'au sortir d'une nouvelle tragédie mondiale, avec en plus une dimension morale épouvantable avec la Shoah, les dirigeants de 1945, eux, ont réussi à recréer à la fois un système international et puis une forme de capitalisme qui ont été beaucoup plus soutenables et qui ont réussi. Et donc, sur le capitalisme, l'idée, c'est d'avoir une régulation keynésienne, la mise en place de formes de planification dont vous êtes l'héritier, et surtout les États-providence. Le génie de l'État-providence, c'est un peu comme Ford disait que le jour où il avait pris la meilleure décision et où il avait gagné le plus d'argent, c'est le jour où il a été détesté de tous les autres patrons des États-Unis. C'est le jour où il a décidé de doubler la rémunération de ses salariés pour en faire les premiers acheteurs de ses voitures. Et en réalité, l'État-providence de 1945 fait ça à l'échelle des nations. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la consommation qui était stérilisée parce que quand on venait, en l'absence de système de retraite un peu généralisé, en dehors des gens qui avaient de l'épargne ou qui avaient pu accumuler, les gens s'arrêtaient de consommer. Et par ailleurs, quand on était malade, quand on était au chômage, les revenus de remplacement, alors il existait quand même un certain nombre de choses, mais qui étaient beaucoup plus limitées. Donc en fait, on va solvabiliser la demande, avoir une demande de masse à mettre en face de cette production de masse. Et tout ceci va donc permettre à la fois cette reconstruction, mais qui va au-delà, parce que là, on n'a pas fait que reconstruire, on a ce cycle des 30 glorieuses. On va stabiliser, parce que c'est là qu'on crée vraiment des classes moyennes qui sont quand même la quille des démocraties. Et on a partout des classes moyennes qui s'installent, qui se développent et qui, du coup, permettent aux démocraties de se stabiliser. Et on mettra par ailleurs en place une politique très intelligente vis-à-vis de l'Union soviétique, où on refuse évidemment le conflit armé, mais on a à la fois la supériorité militaire et technologique. On a un mouvement, on a donc des sociétés occidentales qui résistent parce qu'elles s'enrichissent et que les gens, par ailleurs, goûtent la liberté. Et puis, à partir d'Helsinki, on parvient à faire passer un certain nombre de messages dans les sociétés civiles de l'Est qui font que le système soviétique finira par s'écrouler de l'intérieur. Donc on a eu l'exemple de la bonne réponse après une épidémie, 1945, la mauvaise réponse, 1918, après une crise plutôt. Nous arrivons au Covid. Le Covid a plongé nos sociétés dans un état de sidération. Or, vous dites, le Covid était largement prévisible. Vous dites même, rarement un événement aussi prévisible aura été aussi peu et mal anticipé. Oui, alors... Vous n'épargnez pas l'OMS, d'ailleurs. Non, mais dans les choses qui ont été ratées, pour revenir juste un instant, mais on va arriver au Covid, c'est que vous voyez qu'une de nos difficultés, c'est que 1989 et la chute du mur, et puis ensuite la désintégration de l'Union soviétique, ça ressemble plus à 1918 qu'à 1945. C'est que les dirigeants des années 90 ont raté. George Bush père avait l'ambition de le faire, mais il a été battu très vite. Et effectivement, on est passé plutôt à distribuer les dividendes de la paix qu'à essayer de construire un monde qui soit stable, prospère et durable. Alors, la Covid, si vous voulez, on a eu depuis le début du XXIe siècle 3 grands chocs. 2001, 2008 et puis la Covid en 2020.
Ce qui est frappant, c'est que ces 3 chocs étaient assez prévisibles. Sur le terrorisme islamiste, il y avait eu les attaques des ambassades américaines au Kenya. Il y avait eu tout un certain nombre de signes avant-coureurs. Mais on n'avait pas imaginé ce type d'action. La France a eu un peu le même problème ensuite en 2015 avec le Bataclan. En 2008, même chose. Quand on prend les indicateurs d'alerte qui montent en 2006-2007 avec des transactions qui deviennent déraisonnables, avec des incidents de paiement qui commencent à arriver, mais on n'a rien voulu voir. Et pourquoi est-ce que 2020 était prévisible? Alors, on voit bien que nos pays avaient perdu justement la mémoire des épidémies et le fait que ce sont vraiment des risques majeurs. Moi, j'avais participé à la commission du Livre blanc sur la défense à la fin, là, au début du quinquennat de Nicolas Sarkozy, et il y avait un scénario pandémie, mais on n'avait pas imaginé que on pourrait. C'était donc le Livre blanc de 2009. On n'avait pas imaginé le confinement de la moitié de l'humanité, mais là où il y a eu des indicateurs d'alerte, c'est qu'il y a eu le SRAS, il y a eu le MERS, il y a eu Ebola en Afrique, mais à chaque fois, ça a été assez contenu. Et là, je crois qu'il y a eu une énorme illusion, c'est que finalement, dans la plupart des pays développés, notamment en Europe, où on pensait avoir les meilleurs systèmes de santé du monde, on est parti de l'idée que Ebola, c'était l'Afrique, que le SRAS, le MERS est allé jusqu'au Moyen-Orient, mais qu'en réalité, les problèmes naissaient du fait qu'on avait des pays qui étaient des pays émergents ou des structures autoritaires et par ailleurs des systèmes de santé qui étaient insuffisamment développés et que les nôtres pourraient répondre à un choc comparable. Donc, il y a eu la perte de la mémoire du fait que les épidémies sont les chocs les plus importants auxquels on puisse avoir à faire face. Et par ailleurs, et si vous voulez, l'illusion a continué longtemps. C'est là où il y a quand même une énorme faute qui a été commise. Je vous rappelle que même quand l'Italie a dû confiner, on avait l'idée qu'en France, ce qui n'est pas une idée qui n'est pas fausse, c'est-à-dire que le système de santé français, théoriquement, est plus solide que le système italien. Sauf qu'on aurait dû voir qu'en Italie, c'était l'Italie du Nord, c'était une région qui est parmi les plus développées d'Europe, que c'était Milan, qu'à Milan, le système de santé est de très bonne qualité, et que néanmoins, tout ça volait en éclats sous l'impact de l'épidémie. Donc, il y a eu effectivement cette cécité. Vous êtes très sévère sur la façon dont la France a réagi face au Covid. Vous parlez même d'une nation en lambeaux. Vous durcissez pas un peu trop le trait? Ce qui est intéressant, c'est que les épidémies, là encore, pourquoi est-ce que c'est aussi structurant? Parce que c'est très complexe. Il y a une dimension évidemment sanitaire, mais il y a aussi une dimension économique, sociale, politique, géopolitique. Et puis, surtout, c'est beaucoup plus durable qu'un krach boursier. Si c'est bien géré, on l'absorbe en 18 mois maximum. C'est ce qui s'est passé. Si vous regardez les États-Unis, la reprise aux États-Unis, elle date d'avril 2009. Donc en réalité, ça redémarre très vite. Avec une surmortalité énorme. Pardon ? Avec une surmortalité énorme. Oui, mais l'épidémie, surtout, comme vous voyez, ça a commencé chez nous en mars 2020. Il y a la 5e vague qui arrive. Et donc, l'impact est beaucoup plus durable. Alors, ce qui est intéressant dans la complexité, c'est que, et c'est vrai qu'il ne faut pas être manichéen, parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les mêmes qui sont bons dans les différentes vagues. Donc, ce qui est vrai et ce qui a été très choquant, c'est que nos pays qui sont censés être des pays riches, développés avec de bons systèmes de santé, le cas le plus absurde, mais parce qu'ils n'ont pas de politique publique de santé, ce sont les États-Unis. Comment est-ce qu'on peut mettre 18% du PIB du pays le plus riche du monde pour se retrouver avec 620 000 morts en quelques mois? Donc, la première vague a déstabilisé très clairement l'Europe et les États-Unis.
en fait, les émergents hors Chine ont été rattrapés ensuite. Ce qui est intéressant, comme toujours avec les États-Unis, c'est qu'ils ont une énorme capacité à faire des erreurs et une énorme capacité à se rattraper. Donc, ce qui est certain, c'est que c'est Trump qui met beaucoup d'argent sur le vaccin, dès le mois de mars 2020 d'ailleurs. Donc, Dieu sait qu'il a commis beaucoup d'erreurs, mais là, il a vu juste. Et c'est vrai que les États-Unis, avec le vaccin, en tout cas la découverte du vaccin, vont changer la donne de cette épidémie. On voit qu'ils ont néanmoins des difficultés à vacciner leur population. Donc, quand on regarde, si vous voulez, ces différentes vagues, et quand on regarde, donc, ce qui est vrai, c'est que quand on prend l'Allemagne, première vague, elle est tout à fait remarquable. L'Allemagne, cinquième vague, comme vous le voyez aujourd'hui, c'est une autre paire de manches. Donc, quand on regarde, on essaie de regarder ces différentes vagues, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? Les leçons qu'on en tire, c'est que comment est-ce qu'on peut résister? Quels sont les facteurs clés du succès? Il faut un État fort et qui sait anticiper. Il faut une industrie puissante. Il faut une recherche de qualité. Il y a deux critères qui sont vraiment politiques et très intéressants. Il faut une bonne cohésion sociale. Si vous regardez ce qui se passe chez nous, sur la vaccination, c'est quand même plutôt bien rattrapé, sauf regardez le drame de ce qui se passe aux Antilles françaises, où c'est incroyable il va y avoir un vrai carnage. On va sortir de ça sur ces îles avec peut-être un mort sur 200 ou 250 habitants, parce qu'il y a une incompréhension radicale entre la population qui a décidé qu'on a laissé basculer dans une opposition frontale au vaccin, avec à la fois des responsables locaux et des réseaux sociaux qui jouent un rôle extrêmement néfaste. Donc la cohésion sociale, elle est vitale. Elle a été vitale au début, elle est vitale aussi pour l'acceptation et la mise en œuvre de la vaccination. Et la dernière chose qui est très importante, c'est la confiance dans les dirigeants et dans les institutions. Regardez un cas qui est très intéressant, c'est le cas russe, où de toute manière, les Russes, à juste titre, ont tellement peu confiance dans leurs dirigeants qu'il y avait un vaccin, mais les Russes ne veulent surtout pas du vaccin russe. Et aujourd'hui, en Russie, il y a 250 000 morts officiels, mais quand on regarde la mortalité, il y a plus d'1 million de morts. Et donc, c'est tout à fait impressionnant. Et en Chine, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que les 4000 morts chinois ne sont pas crédibles, personne ne sait combien il y en a réellement, mais beaucoup plus. Et surtout, il y a un petit territoire qui est très intéressant, c'est Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, les gens avaient le choix entre les vaccins américains ou le vaccin chinois. Et en fait, ils ont repoussé la vaccination à Hong Kong, parce qu'à Hong Kong, il y a 100% des gens qui prennent les vaccins américains. Et donc, ce qui est quand même... Donc, vous voyez, la confiance, c'est quelque chose qui est... Et qui, si vous voulez, s'est révélé très importante à tous les stades. Qu'on parle de mesures sanitaires, qu'on parle de passe, qu'on parle de vaccination, demain qu'on parle de traitement, suivant la confiance ou non des citoyens, ça change tout. Donc, voilà les leçons qu'on peut essayer de tirer. Alors, avant de passer aux solutions que vous proposez, parce que c'est là que votre livre est très intéressant, on a pu vous caricaturer comme un décliniste. Or, vous avez une bonne partie du livre qui est consacrée à la recherche de solutions. Mais avant de passer à ces solutions, on va planter peut-être le nouveau décor. Quelles sont les révolutions apportées par le Covid-19 ? Alors, comme toujours avec ces grandes crises, crise, ça vient de crisis en grec, et donc c'est le point de la maladie où on va vers la guérison ou vers la mort. Et c'est ce que Schumpeter appelait aussi la destruction créatrice. Donc, les dégâts de la Covid, ils sont considérables. 6 millions de morts officiels, en réalité sans doute autour de 19-20 millions aujourd'hui.
parce qu'il y a un tas de pays où on tient mal l'état civil quand on regarde ce qui peut se passer au Brésil, en Inde, et puis en Chine ou en Russie où c'est masqué. Donc c'est quand même un énorme un choc. Alors sur 7,8 milliards d'habitants sur Terre, on peut se dire que 20 millions, c'est pas beaucoup, mais en réalité, ça compte. Deuxième chose, c'est quand même la récession la plus violente que le capitalisme pratiquement ait connue. Parce que même dans les années 30, c'était pas aussi universel que ce qui s'est passé, là. Et une récession qui est très particulière parce que les chocs précédents, c'était des déséquilibres du capitalisme. Là, c'est une récession qui a été créée par les États, pour de bonnes raisons, mais c'est les États qui ont fermé les économies. C'est pour ça aussi que la reprise est aussi forte et qu'on a pour la première fois des tensions sur l'offre aussi, importantes. Donc, les destructions, on les voit. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer de dire sur ce qui est... si vous voulez, il y a les deux stades, c'est-à-dire le court terme, la reprise, et puis ce qui est intéressant, c'est les mutations fondamentales. Donc la reprise, comme je vous l'indiquais, elle est très particulière parce que c'était une récession extrêmement violente, mais qui était entre guillemets une récession administrative. Donc on rouvre. Le seul problème, c'est qu'on voit réapparaître des choses qu'on avait oubliées, l'inflation. Contrairement à ce que disent les banquiers centraux, elle est là pour un bon moment, parce que Friedman avait raison de dire que l'inflation est un phénomène monétaire. Entre les budgets et les banques centrales, on a créé tellement de monnaie face à une production qui s'est effondrée et ensuite qui redémarre, mais pas aussi vite que la demande, que l'inflation est là pour durer. Et l'autre chose qui change beaucoup, c'est effectivement... On voit que les chaînes de valeur ont quand même pas mal bougé. Et enfin, le rapport entre les États et les entreprises sort considérablement transformé. Le long terme. Première chose très intéressante, quand on a confiné, tout le monde s'est dit on va avoir un baby boom. Réponse, c'est exactement l'inverse. La démographie s'effondre, sauf en Afrique subsaharienne et aux Philippines, parce que les femmes n'ont plus accès à la contraception. Mais donc, en dehors de cas très particuliers comme ça, la seule Chine, on est passé de 14,65 millions de naissances à 12 millions. Et on risque d'aller vers 10 millions. Pour 1,4 milliard de Chinois, c'est extrêmement peu. Donc, une grosse surprise. Est-ce que ça va durer ? Je pense qu'en tout cas, on va avoir un impact durable sur la démographie. La deuxième, évidemment. Ensuite, les villes. Les villes sont toujours... parce que comme les villes concentrent les gens, évidemment, quand une épidémie déboule, elles sont toujours frappées. Et c'est quand même très intéressant de voir que toutes les mégalopoles, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais elles sont toutes touchées. New York a perdu 1 million d'habitants. Londres aussi, mais il y a aussi un effet Brexit. Paris en perd énormément. Mais on voit aussi que les gens partent de San Francisco et de la Silicon Valley pour aller au Texas et que les villes moyennes reprennent de la vitalité. Donc, il y a un impact fort sur les mégalopoles. Il y a l'accélération de deux choses qui sont le numérique. Le numérique, évidemment, ça c'est très spectaculaire. La préoccupation climatique, parce qu'on y reviendra peut-être, mais il y a quand même un lien entre ce qui se passe en matière d'épidémie et de risque épidémique et la dégradation de l'environnement. Et puis, on a ce rôle transformé de l'État. Parce que quand on y réfléchit, si vous voulez, on a parlé de l'État-providence. On va voir si ça va durer. C'est vrai qu'en France, ça a été très particulier, mais on a ouvert une véritable nouvelle fonction de l'État qui pose des questions de soutenabilité. C'est-à-dire que l'État est devenu, dans les pays développés, le problème du monde émergent, c'est qu'il n'a pas pu le faire parce qu'il n'avait pas la capacité de s'endetter et pas les banques centrales qui pouvaient conduire ce genre de politique. Mais dans les pays développés, l'État est devenu le réassureur ultime du chiffre d'affaires des entreprises et du revenu des ménages. Ça, c'est très particulier parce qu'une chose
et de faire des transferts sociaux quand on est dans la bonne case. Une autre chose est de dire, vous gagnez tant, et donc je ferme l'économie, mais vous allez recevoir X% de ce que vous gagnez auparavant. Et c'est prolongé, alors chez nous par exemple, par le chèque, dit chèque de compensation de l'inflation, mais ça pose une vraie question, parce que ça amène une extension de l'État quand même très importante, et personne ne sait trop ce qui va devenir. Au passage, d'ailleurs, il y a forcément des effets pervers. Par exemple, comme vous réassurez toutes les entreprises, dedans, vous allez faire vivre des entreprises zombies qui auraient dû disparaître, mais qui vont vivre. Donc, cette fonction de l'État est très intéressante. Et alors, la dernière chose qui tranche par rapport aux épidémies précédentes, c'est que, alors, sauf la grippe espagnole, parce que la guerre était déjà là, mais prenons par exemple la grande peste du Moyen-Âge, elle a arrêté les guerres. Elle a arrêté les guerres parce que les monarques n'avaient plus ni argent ni soldats, ce qui est quand même donc ça fait 2 bonnes raisons d'arrêter. Et il y a eu une suspension de la guerre de 100 ans pendant aujourd'hui, ce qui est frappant de voir, c'est que cette épidémie débouche sur une formidable et très inquiétante accélération des tensions internationales. Donc, on l'a entre la Chine et les États-Unis, mais on le voit partout. On le voit avec l'agressivité de la Russie aujourd'hui sur beaucoup de fronts. Alors, il y a la crispation à la frontière polonaise, il y a ce qui se passe en Ukraine, mais il y a aussi toute l'offensive sur le gaz, sur le cyber. On le voit, regardez depuis les années 90, on avait quand même une réduction des coups d'État, une amélioration de l'état de droit en Asie et en Afrique notamment. Et là, regardez, l'Amérique latine, c'est devenu le continent du populisme. L'Afrique, coup d'État, guerre civile. L'Éthiopie, c'est un pays qui croissait de 10% par an. Il y a quand même 115 millions d'habitants. L'espérance de vie était passée de 40 à 65 ans. Tout ça va être détruit par la guerre civile et de manière durable. Toute la corne de l'Afrique est maintenant en guerre. On a la Birmanie. Donc, côté Afrique, il y a eu le Soudan, il y a le Mali, le Bénin qui était un peu un symbole de démocratisation qui est devenu de nouveau une dictature. Donc, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'on a quand même une dégradation du paysage international, une montée de la violence et des risques de guerre spectaculaires. Alors voilà pour le constat. Il peut paraître quand même globalement assez sombre, mais on a dit qu'on allait apporter de l'espoir et des solutions. Alors dans les solutions, premier volet, vous appelez à reconstruire le capitalisme. Sur quelle base? Avec plus d'inclusion, plus de transition écologique. Est-ce que c'est pas un petit peu ce qu'on reproche au capitalisme justement, c'est-à-dire de ne pas favoriser ces choses-là? Alors, d'abord, la première chose très importante, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale. Si on pense que la normale, c'était ce qui se passait avant. Et en réalité, c'est une normale qui, en tout cas, c'était peut-être la normale, mais c'était certainement pas très positif. Si on regarde le capitalisme du XXIe siècle, jusqu'à présent, en tout cas dans les pays développés, on avait une croissance assez faible, des gains de productivité qui s'étaient effondrés, et on créait un maximum de dettes et d'inégalités. Donc, c'est là où il peut y avoir un côté positif, c'est que vous voyez qu'est-ce qu'on a vu apparaître pendant cette crise donc très forte. Il y a quand même des signaux positifs. Par exemple, dans les entreprises, il y a beaucoup plus de flexibilité. L'idée qu'on va passer tous au télétravail, c'est une absurdité. En revanche, le fait d'avoir des organisations beaucoup plus souples, ça c'est positif, et dans des sociétés qui sont beaucoup des sociétés de services, ça permet de faire des gains de productivité. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître? On a parlé du nouveau rôle entre l'État et l'entreprise, avec un État qui soit mieux articulé par exemple et qui joue un rôle plus dynamique en matière de recherche. On a vu aussi réapparaître le sens du collectif. D'un côté, c'est vrai que certains se sont repliés sur eux, mais on a vu la quête de sens et la quête d'aller vers les autres. Parce que les gens étaient enfermés, il a bien fallu qu'ils trouvent aussi des moyens d'aller vers autrui. Et puis, on a eu c'est pas retombé très vite, ça, un petit peu?
Non, parce que pas si vite que ça. Si vous regardez aujourd'hui, par exemple, comment est-ce que des jeunes cherchent du travail aujourd'hui? Évidemment, ils tiennent compte des rémunérations, mais aujourd'hui, c'est compliqué pour des entreprises qui sont sur un modèle de prédation de trouver des gens qui veulent travailler pour eux. C'est vrai aux États-Unis tout autant qu'en Europe. Et on a redécouvert quand même aussi, vous voyez, qu'est-ce que c'était que les biens communs? Biens communs, l'environnement, on s'aperçoit que la poursuite de la destruction de l'environnement est quelque chose qui va quand même poser des problèmes à tous. Et si vous voulez, c'est là le paradoxe de l'épidémie, c'est qu'elle touche chacun, elle donne, et forcément, quand on confine les gens, ils se replient sur eux-mêmes. Mais en même temps, c'est quelque chose, il n'y a pas de solution individuelle à l'épidémie. Donc, on a bien cette tension, c'est-à-dire que la tentation du repli des individus, des entreprises, et en fait, la réalité que la solution passe par la coopération et par l'ouverture aux autres. Donc, tout ceci fait que on a devant nous donc 3 grands chantiers sur le capitalisme, l'environnement, l'innovation et puis la lutte contre les inégalités. Donc, pour aller très vite sur... Alors, quels que soient les résultats contrastés de la COP26, mais c'est vrai qu'il y a quand même un cheminement qui se fait. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les États, dans le climat que j'ai décrit, c'est pas très étonnant que les États aient beaucoup de mal à se mettre d'accord et que la Chine n'ait pas été là. Mais on s'aperçoit que les sociétés civiles, les entreprises, le marché sont en train de se mobiliser et qu'on n'est plus dans le greenwashing. Les gens commencent à faire les choses pour de bon. La clé, c'est le prix du carbone, parce que ça oblige tout le monde à intégrer le vrai coût. Vous appelez même un prix mondial européen, puis mondial du carbone. Alors le prix mondial, c'est vrai que, comme toujours, c'est le plus rationnel, c'est le rêve des économistes. Il faut être clair, dans une mondialisation qui se fragmente, ça sera sans doute inatteignable. Mais si déjà, dans toutes les grandes zones, puisque la mondialisation va se restructurer autour de pôles régionaux, si dans tous les pôles régionaux, on a des formes de prix du carbone, si on met des mécanismes d'ajustement qui font que ensuite, sur les échanges, on compense ces prix, le système peut marcher et ça amène tout le monde à faire des progrès. Donc l'innovation, c'est vrai qu'il va falloir que les budgets publics s'investissent plus dans la recherche. Là, la démonstration a été faite par les États-Unis de la supériorité de leur modèle. Et la lutte contre les inégalités, c'est vrai que vous pouvez me trouver extrêmement irénique, mais en réalité, si vous regardez l'histoire longue du capitalisme, ça a été une formidable machine de progrès social et de lutte contre les inégalités. Par rapport aux sociétés du XVIIIe siècle, même aux États-Unis où ça a dérivé aujourd'hui, mais les inégalités ont beaucoup diminué. Et surtout, il ne faut pas oublier que le capitalisme a beaucoup de défauts, mais qu'il a quand même permis aux gens de passer d'une espérance de vie qui était entre 50, un peu supérieure à 50 ans, à 85 ans aujourd'hui. Et que ce sont des progrès qui touchent tout le monde. Et je crois par ailleurs... c'est une des choses intéressantes, vous voyez, de ce qui se passe en ce moment. C'est que, pour le coup, les chocs entre l'épidémie et le confinement, il y a toute une série de gens qui ont décidé que, précisément, la manière dont ils travaillaient ne leur convenait plus, soit pour des raisons de rémunération, soit... Au seul mois d'août, vous avez 4,3 millions d'Américains qui ont démissionné de leur travail. Et aux États-Unis, vous avez très peu de filets de sécurité. Donc, c'est quand même un très gros risque. Et c'est sur un seul mois. Et on le voit aujourd'hui aussi en Europe très fortement. Alors, en Europe, c'est d'autant plus facile que là, vous avez des filets de sécurité. Donc, vous pouvez vous dire, je vais essayer de changer de métier, d'entreprise. Et puis, si ça ne marche pas, je reviendrai. Et donc, vous voyez que le rapport au travail a beaucoup changé et que pour l'instant, c'est vrai que le rapport de force qui a été en faveur des entreprises avec la mondialisation, le progrès technologique au début du XXIe siècle, ça s'est complètement inversé. Regardez l'hôtellerie-restauration. Gros problème de gros besoin de main-d'œuvre. Gros besoin de main-d'œuvre. Et pas que dans l'hôtellerie. Je vous rappelle qu'on est en train de discuter donc, dans l'hôtellerie-restauration
d'améliorer. La proposition du patronat, c'est plus 10%, et la proposition des syndicats, c'est plus 25%. Je ne sais pas où ça va atterrir, mais en tout cas, déjà les plus 10%, si vous regardez les décennies passées, si quelqu'un avait eu l'idée de dire à un patron de l'hôtellerie qu'il fallait augmenter les salaires de 10%, il n'aurait pas fait long feu dans l'hôtel en question. Donc, les choses, vous voyez, sont en train de changer beaucoup. Alors, rien n'est stabilisé, mais on voit qu'il y a clairement une nouvelle donne. La dernière chose sur la lutte contre les inégalités, et là, c'est une vraie question pour la France, c'est que la vraie clé, c'est l'éducation. Et c'est vrai qu'on a un système éducatif qui est en train de se déliter complètement. Donc là, il y a une vraie urgence nationale, et je trouve ça... c'est intéressant de voir que finalement, et c'est une urgence pour la société, pour l'économie, pour la démocratie. Ce serait important qu'on en parle à la hauteur de l'enjeu dans les débats présidentiels qui vont s'ouvrir. L'autre grand, énorme même chantier, et peut-être en France d'ailleurs, celui de la reconstruction de la démocratie, du lien social, de la volonté de faire nation. Vous proposez, et c'est un des aspects les plus intéressants, je trouve, de vos propositions, vous proposez un pacte en 5 volets. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors, pour la démocratie, c'est un problème qui ne se présente pas qu'en France, bien sûr. Quand on regarde les États-Unis, pensons à Tocqueville, qui a réussi avec 160 ans d'avance à voir ce qui pourrait être les crises de la démocratie américaine, et à partir de ce qu'il pensait être, et il avait raison, les États-Unis sont un pays qui sont nés directement comme une démocratie autour de la liberté politique. Quand on voit le degré de polarisation et aujourd'hui de désintégration de la nation américaine, c'est très spectaculaire. Donc, pour les démocraties, c'est vrai, comment est-ce qu'on peut réintégrer les citoyens ? Il y a l'éducation, il y a le travail, il y a le fait que les citoyens puissent davantage participer à la décision publique. Et c'est vrai que les nouvelles technologies, là, ouvrent des possibilités. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on peut essayer, évidemment, de faire vivre beaucoup plus... et beaucoup mieux le débat public. Donc, ces démocraties, en tout cas, vont devoir réfléchir à la manière... Parce que vous savez que les 2 pathologies pour une démocratie, c'est le désengagement ou l'extrémisme. Donc, le désengagement, c'est l'abstention. Malheureusement, on risque d'en avoir une démonstration lors de la prochaine élection présidentielle en France. Et puis l'autre, c'est le basculement dans les passions extrémistes. Donc, comment est-ce qu'on arrive à réduire ça ? C'est vrai, et c'est le 5e levier, c'est que, en tout cas, il faut faire vivre la société civile, la faire respirer, avoir des corps intermédiaires qui permettent aussi de désarmer une partie de la violence pour faire participer les uns et les autres à la vie publique. Et si on regarde l'histoire, il y a un très bon exemple. En fait, Marx avait raison. Quand on regarde le degré de misère et de violence de la révolution industrielle, on doit avoir une révolution dans l'Angleterre du 19e. Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas ? Parce que, en fait, l'Angleterre du 19e va faire des réformes politiques très importantes, et elle va les faire parce qu'elle désarme aussi la violence par la société civile, par les clubs de foot, par les paroisses, par tout le réseau des églises, des communautés, les organisations, les communes. Et c'est ça qui permet, j'allais dire, de faire 2 choses. D'abord, de réduire la violence et surtout, en même temps, de faire transiter les messages sur les changements qu'il faut vraiment faire pour éviter que la révolution n'explose. Oui, c'est ce pacte de sécurité qui permet de ne pas basculer vers la tentation autoritaire. Oui, alors ça c'est très important, c'est que la démocratie, c'est évidemment le suffrage universel, mais c'est aussi 2 choses très importantes, c'est l'état de droit et puis
le principe de modération, c'est-à-dire que la minorité accepte qu'il y ait une majorité qui gouverne, parce qu'elle sait qu'elle-même peut devenir, et que la majorité, quand elle est au pouvoir, n'opprime pas la minorité, et la laisse exister et contester. Et aujourd'hui, on voit que les deux choses fonctionnent mal, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de minorités qui n'acceptent plus qu'il y ait une majorité qui prenne des décisions, et qu'à l'inverse, on peut avoir des majorités qui oppriment des minorités. Regardez les États-Unis, on a à la fois donc des organisations minoritaires qui ont une expression qui peut être violente. On a le refus de l'élection, ce qu'on a vu avec la prise d'assaut du Capitole le 6 janvier dernier. Et puis on peut avoir des républicains qui, dans les États dans lesquels ils sont majoritaires, sont en train d'essayer de supprimer le droit de vote à toute une partie de gens qui sont des citoyens américains et qui peuvent être issus de minorités ethniques, mais qui ont absolument le droit de voter. Alors c'est subtil, on fait ça par le vote par correspondance, par le vote, par toute une manière de... mais il n'empêche que ça revient à ça. Et ça, c'est évidemment très dangereux. Et il faut être clair, la seule solution de sortie à des crises de la démocratie, c'est par la liberté politique. Toute idée qui est de dire... la bonne sortie, c'est de restreindre la liberté, et donc on va passer à une formule autoritaire, soit pour mieux gérer l'économie, soit pour lutter contre l'insécurité, soit pour renforcer la cohésion sociale, soit pour mieux se défendre contre les menaces extérieures. Il n'y a pas d'exemple que ça... On tue la liberté, ça c'est sûr, mais on n'a pas davantage de croissance, on n'a pas davantage d'emploi, on n'a pas davantage de sécurité, ni intérieure ni extérieure. Vous dites que la France n'a jamais été... que toutes les conditions sont réunies pour que la France puisse basculer prochainement dans le populisme. Et vous dites aussi que la présidentielle 2022 est la dernière chance pour la France de sortir du déclin, à condition que le débat ne soit pas tronqué par la démagogie. C'est mal parti, non ? Non, mais on a décrit le panorama. Et si vous voulez, là où la France est un cas particulier, c'est que de fait, nous, on entre et on subit tous ces chocs, alors qu'on a quand même 4 décennies de déclin derrière nous. On a une croissance qui est passée de 4,2% dans les années 70 à moins de 1% dans la dernière décennie. Et bon, là, il y a l'effet mécanique de rebond, mais pour l'instant, la croissance potentielle, elle n'est pas meilleure. On est les seuls dans les pays développés à n'avoir jamais connu de plein emploi depuis les années 70. On a une dette publique qui est passée de 20 à 116% du PIB. On a quand même un degré de violence maintenant dans la société qui est inquiétant. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est assez décisif, parce que très franchement, je doute qu'on puisse continuer à faire vivre le système avec, pendant encore 10 ans, à coup de dette publique. Ça me paraît peu crédible. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment qui est un moment assez décisif. Qu'est-ce qui va se passer ? La France finira bien par se moderniser, mais il y a 2 manières de le faire. Soit ce sont les citoyens, c'est pacifique, c'est démocratique, on débat, on décide, et ensuite on essaye d'appliquer ensemble. C'est un peu ce qui s'était fait en 1945. Soit on va vraiment taper le mur, comme l'Italie en 2011. Donc quand est-ce qu'on va aller taper le mur ? C'est très facile. Enfin, on ne peut pas le dater, mais le déclencheur, il est connu. C'est quand les taux d'intérêt deviennent supérieurs à croissance plus inflation. Et là, ensuite, très vite, on peut plus payer la dette. Et là, très vite, on aura un problème majeur. Quand est-ce que ça arrivera ? Personne ne le sait, mais ça peut arriver. À ce moment-là, ça veut dire que ce serait le FMI, la Commission européenne et la BCE qui vont réformer la France. Et ça, il n'y a pas besoin de beaucoup réfléchir pour penser que ça se passera de manière extrêmement violente et conflictuelle, avec des séquelles très lourdes pour notre pays comme pour l'Europe. Donc aujourd'hui, on peut vraiment encore l'éviter, parce que, si vous voulez, ce qui est vraiment dommage, c'est que ce pays regorge d'atouts.
Et ce qui est triste, c'est d'arriver à une performance collective qui n'est vraiment pas satisfaisante, avec autant de talents, de cerveaux, d'entrepreneurs, avec de l'épargne, du capital, avec des pôles d'excellence dans le public, dans le privé, avec notre culture, notre civilisation, des morceaux d'État qui marchent encore plutôt bien dans la défense et dans la diplomatie. Et donc, il y a vraiment mais ce qui manque, c'est ce qui a été fait par toutes les... Parce qu'on n'est pas les seuls à avoir des problèmes. Toutes les démocraties, évidemment, ont été frappées par l'épidémie. Toutes ont eu des difficultés. Mais partout ailleurs, si vous voulez, on a réussi à débattre, à avoir des dirigeants qui ont porté des projets de changement et qui ont été mis en œuvre. Aucun n'était parfait. Prenez l'Allemagne en 2000, c'est l'homme malade de l'Europe. Schröder... c'est Schröder qui l'a vraiment réformé. Madame Merkel, en réalité, a plutôt vécu de sa rente qu'elle n'a fait de très grandes transformations en dehors du nucléaire et de l'accueil des migrants. Ce qu'a fait Schröder n'était certainement pas parfait, mais il a remis son pays en ligne avec le 21e siècle. Et nous, on ne l'a pas fait. Et donc, il faut s'y mettre. Et donc, c'est possible. Et c'est parfaitement possible. Parce que, pour deux raisons. D'abord, on l'a fait par le passé, plusieurs fois, parce que c'est un pays qui est fait de haut et de bas, mais plusieurs fois dans l'histoire, et quand le rattrapage se fait, généralement, il se fait plutôt vite et plutôt bien, mais il faut des dirigeants et des projets à la hauteur. Et puis parce que d'autres pays, on n'est pas les seuls à avoir des difficultés. Et on ne voit pas trop pourquoi. Regardez aujourd'hui un autre pays considéré longtemps comme un homme malade permanent, c'est l'Italie. L'Italie, avec Mario Draghi, est peut-être en train de se transformer. Donc ça montre bien, c'est juste à nos frontières et donc c'est parfaitement possible. Mais il est grand temps et du coup, d'où l'importance, puisque chez nous, c'est vrai que cette élection présidentielle, c'est le moment où les Français réfléchissent à leur destin et au destin du pays. Donc c'est le moment où il faut que ça se passe. Et de fait, le débat, pour l'instant, il est plutôt biaisé. Il est plutôt biaisé parce que vous avez rappelé, c'est-à-dire qu'on a tellement... 4 décennies de déclin ont tellement préparé le terreau aux populistes, qui sont par ailleurs portés par le climat général, qu'on se retrouve avec 2 candidats d'extrême droite, une bonne quantité de candidats d'extrême gauche également, et donc une capacité à faire vivre un débat sur les vraies questions qu'on essaye peut-être aujourd'hui d'abord, qui est réduit. Vous voyez, regardez les primaires de la droite, c'est très bien qu'il y ait un débat pour... il faut qu'il y ait un candidat de droite républicaine, et pourquoi pas des primaires. Mais l'immigration est loin d'être le seul ou le principal problème de notre pays. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous voulez poser des questions dans la salle ? Monsieur. Je trouve que vous n'avez pas mis assez l'accent sur l'importance de la culture. Alors, la culture dans tout ça. Je l'ai rappelé dans les points forts dans les points forts français. C'est vrai que ça, c'est incontestablement une des marques de notre pays. Ce qui est vrai, c'est que la culture, en tout cas en tant que secteur, elle a été broyée. Ça fait partie des grandes victimes de l'épidémie. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est une machine à polariser ces grandes secousses, et notamment l'épidémie. Donc, à court terme, la culture fait partie, d'un point de vue économique, des grands perdants avec l'aéronautique ou le tourisme. Sur le long terme, évidemment, la culture est un des points majeurs et c'est un des atouts très importants de notre pays. Mais là encore, on va devoir réfléchir. Le tourisme de masse, comme on l'a connu, avec un côté d'ailleurs assez aliénant, est sûrement pas la bonne formule sur le moyen terme. Donc il va falloir réfléchir également à changer et les pratiques culturelles de toute manière ont été ont changé également avec l'épidémie. Une autre question ? Bonsoir monsieur. Alors, une petite question d'abord. Pourquoi vous ne vous présentez pas aux élections présidentielles ?
pour alimenter le débat et relever le débat. Ça, c'était la boutade. Alors, pour une raison toute simple, c'est qu'après le tableau des difficultés que je vous ai indiqué, je ne voudrais pas en créer une autre, une supplémentaire. Et plus sérieusement, non mais vous... Alors, j'aurais pas la prétention de dire que je mène le monde et en référence au... Mais fondamentalement, je crois quand même beaucoup au rôle des idées. Et bon, je sais que, si vous voulez, le positionnement qui est le mien ou les idées que je peux défendre, c'est-à-dire un libéralisme, mais un libéralisme à la française qui reconnaît le primat du politique, qui n'est pas du tout un libéralisme qui est fondé sur... la domination absolue de l'individu ou du marché. En réalité, il n'y a pas tellement de gens pour défendre ce genre d'idées. Et donc, moi, ce sont les idées qui m'intéressent. Et par ailleurs, je pense que je serais une calamité en politique. Donc, on va essayer d'éviter ça. Et puis, c'est un malheur supplémentaire pour notre pays. Et puis, il ne faudrait peut-être pas qu'à l'arrivée, il y ait 2 éditorialistes du Figaro candidats à la présidentielle. C'est vrai que si la présidentielle devient une conférence de rédaction, je ne suis pas sûr que ça éclaire ni le débat, ni l'avenir du pays. Alors, ma vraie question est peut-être moins intéressante, mais que pensez-vous, que faudrait-il faire pour éviter les effets très néfastes des réseaux sociaux qui sont nuisibles pour nos démocraties et aussi par rapport à l'avenir des médias traditionnels qui sont quand même pas mal bouleversés aujourd'hui, quoi. Alors, votre question... Parce qu'il y a un lien entre la démocratie, le taux d'abstention et la capacité des médias traditionnels à faire leur travail. Non, mais les réseaux sociaux, c'est vrai que dans les choses qui ont dysfonctionné dans le capitalisme, il y a le fait que ce secteur Internet qui est devenu absolument clé s'est développé totalement en dehors du droit. Il s'est développé en dehors de la concurrence, en dehors de la fiscalité, en dehors de toute régulation. Avec cette idée libertarienne à l'origine, que Internet était réputé être en soi un espace de liberté, et que comme c'était un espace de liberté, l'État ne devait pas avoir droit de citer. Donc ça a donné des catastrophes. Ça a donné quoi ? Comme toujours, quand il n'y a pas de concurrence, en fait, on a créé des monopoles, qui sont les monopoles des GAFAM. Deuxièmement, il y a toute une partie de la valeur qui a été captée par ces entreprises et en ne supportant pas de fiscalité, ce qui renforçait leur avantage, évidemment. Et ensuite, on a vu apparaître des pathologies qui étaient très préoccupantes pour la démocratie. Quels sont les problèmes des réseaux sociaux ? Premièrement, la manipulation par un certain nombre de démocratures, voire les interventions de la Russie, pas seulement sur l'élection présidentielle américaine, mais aussi sur le référendum du Brexit, le référendum catalan, la tentative également sur l'élection présidentielle française. On a vu apparaître, quand on pense, je faisais allusion à la situation sanitaire en Guadeloupe, en Martinique, mais il y a un déluge de fake news, mais totalement délirantes. Et donc... Et ce qui est apparu avec la lanceuse d'alerte de Facebook, c'est qu'on a très bien vu que pour l'instant, le contrôle ou la limitation des messages dits haineux en tout cas sur les messageries, en réalité, c'est extrêmement minoritaire. Ça touche entre 5 et 15% des messages. Donc, il est clair que ce secteur a vocation à être réintégré dans l'état de droit. Et il doit l'être de 3 manières. Premièrement, il va falloir casser les monopoles. Donc, c'est aberrant que Facebook puisse posséder toutes les grandes messageries mondiales pratiquement. Deuxièmement, il va falloir les réintégrer dans la fiscalité, ce qui commence à être le cas. Et troisièmement, il faut introduire un principe de responsabilité. Jusqu'à présent, l'idée qui était de dire que la responsabilité des plateformes ne pouvait pas être engagée et que c'était celle de l'émetteur que par ailleurs on ne peut pas retrouver sans leur aide, ça ne va plus. Donc maintenant, les choses se réguleront très vite à partir du moment où on explique qu'il y a une responsabilité de la plateforme dans les messages qui sont diffusés. Alors, sur la fiscalité, il y a quand même un vrai progrès avec l'accord OCDE. On va voir comment il va être. Et sur les... Je pense que les choses ont changé aux États-Unis. Comme toujours, c'est venu de chez eux. Elles ont changé avec, en fait, 2 événements.
Le premier, c'est quand même ce qui s'est passé pendant la campagne présidentielle de 2016, avec ce qu'on a vu, des achats considérables d'espace par la Russie et une vraie manipulation d'une partie du corps électoral américain. Et puis l'autre chose où je pense que Mark Zuckerberg a fait une énorme erreur, c'est quand il a voulu faire une crypto-monnaie mondiale complètement privée, en fait adossée quand même au dollar. Et là, si vous avez vu la réaction des banques centrales, elle a été quand même... mais surtout, il y a une réaction aussi des hommes politiques américains qui ont compris qu'en réalité, si on laissait faire Facebook, c'était pas seulement le marché, mais que c'était le pouvoir politique qui serait entre les mains d'un individu et qui est totalement sans scrupules. Et donc là, il y a eu une réaction. Comme vous l'avez vu, pour l'instant, cette monnaie qui s'appelait à l'origine le Libra n'arrive pas à voir le jour. Les banques centrales, à l'inverse, multiplient les projets de crypto-monnaie, mais crypto-monnaie banque centrale est contrôlée par elle. Et puis maintenant, avec les auditions du Congrès, vous voyez que les États-Unis prennent au sérieux ces différents problèmes. Biden a nommé une responsable de la concurrence qui est une spécialiste de la séparation des GAFAM. Et donc, comme vous savez, dans l'histoire... Ce qui est très intéressant dans l'histoire des États-Unis, c'est que la première grande loi de régulation économique, c'est la création de la loi sur la concurrence en 1890 à cause de la Standard Oil, qui en même temps se met à contrôler l'électricité et voir un bout des chemins de fer. C'est bien avant, la Banque centrale américaine, la Fed, elle date de 1913 et l'autorité boursière, elle date de 1934, après le crack. Donc, la concurrence aux États-Unis, c'est quand même un point qui est très important. On a eu première grande séparation, ça a été la Standard Oil. Ensuite, il y a eu les entreprises de télécom, AT&T dans les années 70. Et je pense que les géants d'Internet, ça va être la troisième grande application des lois de la concurrence à ce secteur dans l'histoire des États-Unis. Merci, je sais que vous pourriez continuer encore longtemps. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Finalement, vous avez...